Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes philosophe et surtout le fondateur, enfin surtout et aussi le fondateur de l'Université populaire de Caen, qui a fêté ses 11 ans cette année. Mais avant, bonsoir Nadia, bonsoir Renaud. Je m'emballe pour Michel Onfray et pour évoquer avec lui ce soir ce cas de la violence à l'école. Quel verrou a sauté, vous semble-t-il, avec ces cas de violence avérés d'enfants de 10, 9 ou 13 ans qui agressent des enseignants, de parents d'élèves qui prennent effectivement le parti de leurs enfants? Est-ce qu'un verrou a sauté concernant l'acceptation du verdict, de la note ou de l'autorité? Non, je pense que ça fait des années que ça se passe comme ça. Ça fait des années qu'on crée des commissions, ça fait des années qu'on dit qu'on va changer les choses. Le président de la République a été élu pour changer les choses. Son premier travail, c'est de lancer une commission à nouveau pour réfléchir, pour se demander ce qui est... On a juste envie d'action, quoi. Il faudrait maintenant qu'on ne soit plus dans le constat, mais dans la positivité. La société est violente, la société est brutale. La télévision montre en permanence cette brutalité-là. Il n'y a pas de raison que l'école soit un sanctuaire et qu'il n'y ait pas de brutalité, de violence dans les écoles. Et comme action concrète dans l'école, c'est quoi justement? Vous dites là, il est temps de passer à l'action concrète. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut davantage de surveillants? Il faut secourir les profs qui sont en péril? Non, ça c'est la scie musicale des syndicats et je le comprends. En même temps, il nous faudrait du personnel, ça manque de pions, ça manque de profs, etc. Bien sûr, on peut toujours penser ça. Vous savez, il y a toujours... Moi j'ai été prof 20 ans dans un lycée... Vous avez démissionné il y a 10 ans à l'Éducation nationale. J'étais prof 20 ans dans un lycée technique, ce ne sont pas des élèves faciles. Il y a toujours dans une classe, il faut faire la sociologie d'une classe, il y a toujours 3 ou 4 élèves susceptibles d'être problématiques. Et puis parfois, il y en a qui sont vraiment problématiques. Si on les laisse dans la classe, le prof ne peut pas faire son travail. C'est clair. Il ne pourra pas faire ce pourquoi il est fait. Donc il faut les sortir de la classe. Il faut les sortir. Mais alors les élèves problématiques, ça peut être déjà des élèves qui sont dans une condition sociale délicate ou fragilisée. Ça veut dire qu'il faut exclure 2 fois ou double peine? Non. Enfin, j'avais commencé pour expliquer effectivement qu'il y a des problèmes avec un ou deux qui effectivement ont de bonnes raisons d'avoir des problèmes. Il n'est pas question non plus de dire que la solution elle passe par la répression. Donc si on les prélève, c'est sûrement pas pour les mettre dans une espèce de tôle dans laquelle on jouerait les logiques de l'orphelinat, de Jules Vallès et ce genre de choses. Non, je pense qu'il y a des lycées expérimentaux. Il y a des endroits dans lesquels on pourrait justement créer, sur le principe des lycées expérimentaux, des zones dans lesquelles on resocialiserait un certain nombre d'individus qui ne le sont plus. Donc c'est pas pour le coup faire des choses de manière violente et brutale, mais simplement un enseignant qui a fait bac plus 7, 8 d'anglais, par exemple, pour enseigner l'anglais, ça n'est pas un éducateur, ça n'est pas un psychothérapeute. C'est ça, parce que est-ce que les enseignants, il ne faut pas aussi les resocialiser d'une certaine manière, ou en tout cas faire un travail avec eux par rapport aux élèves? Non, le problème ne vient pas des enseignants. Les enseignants sont mal payés, déconsidérés, bien formés, surformés. Mais il n'y en a pas certains quand même qui ont un peu renoncé à incarner l'autorité? Ça n'existe pas? C'est des enseignants qui justement renoncent, baissent les bras et finalement... Oui, vous avez raison, parce que concrètement, vous faites comment quand vous avez ce genre d'individu qui lui dit « j'en ai rien à foutre de vous et je vais téléphoner pendant le cours ». Si vous dites, tu vas voir le CPE, comme on dit maintenant, conseiller principal d'éducation. Quand j'étais à l'école, moi, ça s'appelait surveillant général. Au moins, c'était clair. Le surgé. Oui, le surge. Et quand vous allez voir le CPE, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, encore toi, je t'ai déjà vu 3 fois dans la journée, je t'ai déjà vu 10 fois dans la semaine. Qu'est-ce que vous voulez faire à partir de ça? Vous allez lui refaire un petit bond, il va repartir dans votre classe et il va vous narguer en vous disant alors connasse, etc. Vous allez faire quoi? Donc évidemment, les profs, ils renoncent parce qu'ils sont pas soutenus, ils sont pas des kamikazes. Il n'est pas question pour eux d'aller au combat avec des élèves. Ils disent, bon, moi je suis pas soutenu par ma hiérarchie. On sait très bien que si vous voulez être directeur et avoir de la promotion, vous avez intérêt à ne pas avoir de problème. Les problèmes, vous ne les signalez pas. On vous ignore au rectorat, c'est-à-dire que quand vous donnez les chiffres ici, ils sont faussés. Ils sont assez bidons, les chiffres officiels. Bien sûr. Quand j'entends parler du sentiment d'insécurité, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Les profs se font insulter, mépriser, parfois sciemment, parfois pas. Et il y a des enfants qui ne savent pas quand ils viennent avec leur casquette qu'on ne porte pas sa casquette parce qu'on leur a pas expliqué. Quelles conséquences ça a sur la transmission, sur l'éducation, sur la transmission des savoirs, Michel Onfray? Vous ne pouvez pas transmettre, vous ne pouvez pas apprendre à parler anglais dans une classe quand 2 ou 3 ont décidé de mettre un bazar qui fait que vous allez être obligé de faire la police pour 2 ou 3. Vous allez négliger la vingtaine ou la trentaine à laquelle vous ne pourrez pas faire cours. Alors Nadia va nous expliquer à quel point Internet et Twitter sont devenus des exutoires pour les profs. Ça va peut-être vous rappeler des souvenirs du temps où vous étiez prof de philo dans les classes de terminale. Oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça devient une espèce de défouloir, précisément parce qu'ils ne peuvent pas en parler à leur hiérarchie. Donc les profs, qu'est-ce qu'ils font? Ils témoignent sur Internet, sur des sites d'infos, sur des blogs. Ils racontent leur quotidien avec évidemment de l'anonymat. Ils ne donnent pas leur nom parce que sinon ils s'exposeraient à encore davantage de choses. Ce qu'on sait moins, c'est qu'Internet, c'est aussi devenu une espèce de
prolongement de l'école, de ce qui peut se passer dans l'école, que ça peut devenir une arme supplémentaire pour certains de ces élèves. Et l'histoire la plus frappante, c'est celle qui concernait un prof d'allemand. Ça s'est passé en France, elle a découvert sur Facebook, totalement par hasard, qu'un de ses élèves, un élève de sa classe, est en train de préparer un lynchage. En fait, il avait créé une page Facebook sur laquelle il invitait les autres élèves à lui faire vivre le pire cours de sa vie. Ça, c'est relativement classique. On sait que ça fait 2-3 ans que les élèves se servent d'Internet pour préparer des lynchages comme cela. Sauf que là, elle a découvert que la mère était venue sur cette page-là, qu'elle avait cliqué sur le petit onglet « J'aime » et qu'elle y était allée de son petit commentaire qui disait « Vas-y, mon fils, fais-la souffrir, ne la pousse quand même pas au suicide, lol ». Ce qui est quand même assez grave, hein, quand même. Alors il y a eu des poursuites, ça a pris 2 ans et la mère et le fils ont été condamnés. Du coup, ça m'a amené à poser la question à notre communauté virtuelle. J'ai demandé aux internautes de quoi est-ce que c'était le syndrome, et en fait, il y a plein d'internautes, dont celle-ci, qui ont répondu qu'en fait, le problème des violences scolaires, c'était une espèce de... c'est que les parents ont tout simplement laissé tomber. Mais quand on voit ce genre de choses, c'est pas que les parents ont laissé tomber, c'est qu'ils s'associent, parce qu'ils reprennent eux-mêmes les éléments de langage de leur enfant, et c'est une espèce d'association, c'est pas autre chose. Oui, j'ai un copain qui s'appelle Didier Pleu, qui travaille à l'Université populaire et qui a écrit sur ce sujet-là, sur l'enfant roi. Ouais. Et effectivement, cette idée aujourd'hui que l'enfant a raison et l'instituteur ou l'enseignant tort. Par principe. Donc les parents se liguent avec l'enfant. Pour certains, il ne faut pas faire une sociologie généralisante non plus. Mais effectivement, il y a eu une époque où, quand l'instituteur mettait une gifle, les parents ne voulaient pas savoir, mais ajoutaient la gifle en disant il avait sûrement de bonnes raisons. Il avait raison. Aujourd'hui, il y a une gifle, vous allez au tribunal, vous êtes viré de l'éducation nationale, ou éventuellement on vous fait faire des stages de psychothérapie parce que vous avez un problème avec vous-même, papa, maman, et les dips et tout le tralala. Et on considère effectivement que... Vous pensez que ça fait du bien parfois une bonne gifle? Non, je défends évidemment pas ça. Je dis simplement que quand un prof envoie une gifle parce qu'il se fait traiter de tous les noms, tous les jours, en permanence, et qu'un jour, ça part. J'ai vu une dame, là, une de ces dames qui a eu un problème récemment, et elle disait, ben voilà, il y a quelqu'un qui a juste voulu faire un geste comme ça, et puis c'est devenu une gifle, et la personne en question, la jeune fille, a agressé la prof qui, pour se défendre, fait un mouvement qui devient une gifle, et c'est le professeur qui devient le bourreau. Mais Michel Onfray, quand vous parlez de l'enfant roi, l'infantilisation générale, est-ce que c'est pas... conséquence de mai 68 ou d'une mauvaise compréhension de mai 68. Je voudrais vous faire écouter ce dont vous vous souvenez sûrement, Nicolas Sarkozy, qui avait raillé, et pire que ça, vilipendé les fameuses valeurs de mai 68. Je voudrais avoir votre sentiment, on l'écoute tout de suite. Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal. D'ailleurs, il n'y avait plus de valeurs, plus de hiérarchie, ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout. L'idéologie de mai 68 sera morte. Le jour où dans la société, on osera enfin rappeler chacun à ses devoirs. L'enfant roi et la fin de la hiérarchie, justement, où le maître trônait et l'enfant recevait le savoir. C'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'a pas tort, Sarkozy. Il n'a pas tort. Simplement, il faut faire une critique de gauche de mai 68. Une critique de droite de mai 68 qui consiste à dire ça a été un grand nihilisme, une destruction de valeurs. Revenons à l'état d'avant, théorie de Sarkozy, l'instituteur, le hussard noir de la République, etc. On peut faire une critique des valeurs de mai 68, de quelques-unes des valeurs de mai 68, en ajoutant il faut achever mai 68, c'est-à-dire pas parachever, enfin pas achever comme on achève une bête malade, mais parachever en disant mais recréons des valeurs. Inventons des nouvelles valeurs à gauche en disant oui, effectivement, le prof n'est pas un copain, il n'y a pas de raison de se tutoyer. L'idée qu'il faudrait aujourd'hui dire mais le professeur en sait moins que l'élève qui pourrait lui en apprendre. Idée de mai 68 quand même. Le professeur doit apprendre de ses élèves. Tout ça est fort sympathique, il faut juste faire un droit d'inventaire aujourd'hui en disant et si nous construisions des vraies valeurs de gauche. Mais ceux qui disent il faut construire ces vraies valeurs de gauche sont taxés de réactionnaires aujourd'hui. Oui, on n'empêchera pas la bêtise d'exister. Et est-ce qu'il est possible ou est-ce qu'il est tabou d'évoquer le fait que l'école exerce aussi une forme de violence sur les élèves avec des horaires inadaptés, avec des cours pas forcément adaptés non plus, avec une école à 2 vitesses, avec une école qui peut exclure ceux qui ne sont pas outillés intellectuellement comme il faut? Bien sûr, on ne peut pas à la télévision nous présenter des footballeurs comme des modèles, des handballeurs ces temps-ci, et puis en même temps, ou avoir des présidents de la République qui sont insultants, qui sont grossiers, et qui disent que la littérature ou la culture ça ne sert à rien, d'une part, et puis d'autre part dire à l'école il va falloir apprendre la princesse de Clèves et passer un diplôme qui vous permettra d'être chômeur avec un bac plus 5. On ne peut pas tenir les deux discours. L'école doit faire son autocritique. L'école, elle doit apprendre autre chose que ce qu'elle apprend actuellement. C'est-à-dire qu'on doit apprendre un certain nombre de choses, les valeurs, une espèce de civisme de gauche, sans tomber dans le catéchisme républicain de la Troisième République, mais dire, j'ai entendu l'autre jour des gens qui étaient contre l'enseignement de la morale, mais la morale, c'est l'enseignement de l'autre, d'autrui. Dire tu n'es pas tout seul, la morale, ça n'est que ça. C'est pas dire le bien c'est ça, le mal c'est ça. C'est dire autrui existe. Si l'école était un lieu où on apprend que autrui existe, ce serait déjà pas mal.
Rendre la raison populaire que vous publiez aux éditions Autrement et cette université populaire de Caen, donc qui en est à sa 11e année. Tous les lundis, vous donnez un séminaire devant 1000 personnes. Oui, mais pas seulement. Pas que vous, je sais, il y a 20 enseignants, mais oui. Il y a une vingtaine d'amis qui donnent des cours divers et multiples. J'ai écrit un Freud qui a fait couler beaucoup d'encre. Eh bien, il y a une amie psychanalyste qui, elle, enseigne Freud. C'est-à-dire que je souhaite qu'il y ait un débat et que des gens puissent connaître les grands concepts de Freud. Et puis, moi qui l'ai déconstruit par ailleurs, on fait de la musicologie, du jazz, de l'économie, un atelier de philosophie pour enfants. C'est populaire et c'est gratuit à Caen. C'est gratuit, on est tous bénévoles, personne n'est payé pour ça. Moi, je fais un cours toutes les semaines. Depuis 10 ans, ça fait 11 ans, là, effectivement, il y a 1000 personnes. Longue vie à l'Université populaire de Caen, et je rappelle, rendre la raison populaire. Merci, Michel Onfray.